Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. Hello, drunks and murder people. And wine lovers, no? Wine No, lovers, drunks and murder. murder people. Okay. No. I don't Anyway, remember. hi. What's up with you? Hello, bienvenue à Des meurtres et du vin, votre podcast humoristique et vous qui parle de true crime avec Sarah et Charlotte. Et special guest, And a Justine. special guest today, Justine. Bonjour tout le monde. Alors, Justine, c'est une de mes belles-sœurs. J'en ai beaucoup. Oui, Et, c'est une histoire. Voilà, c'est toute une histoire. On va pas y rentrer dedans. Et c'est aussi surtout une fan de notre podcast. Donc, elle nous écoute, ce qui n'est pas forcément la vérité pour tout notre entourage. Et tu as déjà parlé d'elle. Oui, et j'ai déjà parlé d'elle. Et du coup, elle me rend visite avec donc le frère avec Ton frère. lequel, un de mes frères avec lequel nous sort. Et Question, combien de frères a Sarah? voilà. Et du coup, on l'a invité pour enregistrer avec nous. Et c'est quand même mieux que de garder Max en bas, qui est le travail donc de mon frère. On est d'accord? C'est le babysitter. Voilà, c'est le babysitter. Il vaut mieux être avec nous. Vaut mieux être avec nous. Donc, dis-moi, de quoi on parle ce soir? Moi, j'ai envie de parler de deux choses qui sont arrivées. Alors, on n'enregistre pas forcément... Là, nous, on est juste à côté, mais bon, vous l'aurez plus tard. Bref. Les Grammys, d'abord. Ok. J'ai trouvé que c'était une très belle édition de Grammys. Il y avait beaucoup de contestantes et de gagnantes féminines. Ouais. Genre, il y a par exemple Doechii, qui est une rappeuse excellente, qui est une femme. Il y a 3 ans, elle était au chômage. Ouais, j'ai vu juste son elle envoyait speech. des démos, etc. Maintenant, elle a gagné album rap de l'année, un truc comme ça. Mhm. Excellent. Album de l'année qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste c'est Country. Beyoncé. Country de l'année, c'est Beyoncé, Mm. etc. Non, elle a gagné album de l'année. Hein. Ah bon? Oui, oui, Je sais non, pas, j'ai pas suivi. Donc voilà, donc Ok. très 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 bonne édition. Mais je veux d'abord parler du Super Bowl. Ah. Ouais, forcément, j'ai pas regardé non plus. Je m'en Alors. fiche comme de l'an 40. J'adore le Super Bowl, j'adore le football américain. Donc j'ai regardé. Je voulais que les Chiefs perdent parce que je les aime pas forcément. Mhm. Et les Eagles en plus sont une super équipe avec très très bonne valeur, etc. Mais la mi-temps, tu l'as pas vu de Si, j'ai vu le Kendrick Lamar. Incroyable. Ouais. Incroyable. Comme Kendrick, c'est un mec qui met beaucoup de sens caché dans ses tracks et dans tout ce qu'il fait. Tu savais qu'elle allait avoir des petits pics à Trump, à la société américaine, et c'était génial. Donc je ne peux que vous Et le conseiller. visiblement une représentation de... L'oncle Sam. Ouais, non, mais Ah. dans tout le long des sortes de Easter eggs, enfin des petits points c'est sur tout ce qu'il fait. la vie des Noirs américains, des Africains c'est ce américains que je et dis, leur ouais. histoire, ouais. Ouais, c'est ça. Et il a toujours fait ça dans ses tracks. Il a même sorti 40 Acres and a Mule, Mhm. les 40 acres et une mule. En fait, c'était 40 hectares. 40 hectares, ouais, qui étaient donnés aux Noirs américains qui étaient, comment tu dis, Libérés. libérés de l'esclavage, et ce qui s'est jamais passé d'ailleurs. Donc voilà, très intéressant. Donc si vous n'avez pas Oui, c'était vu, toujours le rêve miroité. oui, voilà, vous êtes libre et vous aurez des terres. Nope. Voilà. Donc voilà, Alors, très intéressant. Moi, sujet numéro 1, j'ai vu un documentaire qui vient de sortir, enfin je crois qu'il vient de sortir parce que je l'ai vu pour la première fois sur Canal. C'est un documentaire sur la culte du Nipixim, donc ça s'appelle The Vow. Oh putain, sur le gourou, Ouais. ouais, avec l'actrice là. Ouais, exactement. J'adore. Et donc, alors c'est assez long parce que c'est 2 saisons. Franchement, comme beaucoup en ce moment, je trouve qu'ils poussent pour faire des épisodes supplémentaires, mais en même temps, je pense qu'ils l'ont fait dans le temps réel. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait une 2e saison de suivi. Et en fait, c'est tellement long au début, on a vraiment l'impression, enfin, tout le monde qui est impliqué, qui est vraiment là à chaque fois pour des bonnes raisons. Bon, moi, j'arrive pas à comprendre comment on rentre dans ce genre de truc, mais bon, je suis pas trop dans le trip de thérapie annexe ou... Honnêtement, ma prof de yoga, si elle tout d'un coup, elle fait un groupe, je me serais emportée dans sa secte. Ah, c'est en vrai? 2-2. Ah ouais. Ben, tu vois, comme quoi, pour moi, tout ça, tu sais très bien, je suis pas du tout... J'adore. Enfin, moi, je suis pas très spirituelle, disons. Et donc, dans la première partie, c'est vraiment très long. Et après, quand on voit la manipulation usée par ce mec, c'est... Bon, on le comprend que lui, il est grotesque, mais il a toutes ces femmes à ses pieds, des jeunes femmes, etc., alors qu'il est pas beau. Non. Il est... Enfin, je sais pas, et ça doit être... En vrai, ça doit être autre chose, parce que, franchement... Via la caméra, ça passe pas. Moi, je Le comprends charisme pas. passe pas, non. Ah non, on comprend C'est un pas truc pourquoi qui- tout le monde est soumis à lui.
par contre, il y a une autre histoire à côté de ça. Donc, il a son numéro 2, son bras droit. C'est une femme qui le rejoint très tôt. Alors, dans le documentaire, moi, j'étais curieuse, donc je regarde le documentaire, puis je vais regarder des choses après. Parce que lui, il a eu genre 120 années, un truc comme ça. Il est en prison à vie. Okay. Mais elle a quand même eu 3 ans. Et on comprend, mais on comprend pas trop. Ça fait une de ses victimes, mais c'était aussi un des bourreaux, parce que clairement. Et en fait, elle est touchante pendant des moments, parce que t'as l'impression au début qu'elle savait pas du tout ce qui se passait. Ouais. Mais en fait, elle savait très bien ce qui se passait, et il le montre très bien. Et puis surtout, dans le documentaire, qu'ils en parlent pas, c'est que quand la FBI est arrivée chez elle, elle avait des boîtes à chaussures remplies des millions de dollars cachés autour de sa maison. Donc, elle savait très bien qu'il y avait un contournement d'argent, déjà d'une. Et puis ensuite, ses propres filles ont été elle a couché avec lui, ses 2 filles ont couché avec lui. Je me souvenais pas de ça. Mais non, mais ça, c'est des détails que j'avais jamais eu, en fait. J'avais vu un documentaire sur lui, ouais. Ouais. Et donc, du coup, franchement, la quantité de détails dans ce documentaire est hyper intéressante, parce que moi, on entend surtout parler de lui et de l'actrice. Bah oui. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup plus de détails qui sont assez intéressants. Une jeune fille de 16 ans, une autre fille de 15 ans. Enfin, une de 16 ans qu'il a gardée enfermée dans une chambre pendant 2 ans. Wow. Pendant 2 ans. Ouais, des trucs, tu vois, moi, je savais pas. Mais en fait, c'est ça, c'est que autant, toi, tu te fais embarquer dans un groupe spirituel, ok, mais en fait, que ce soit dans tous, tu vois, la scientologie, quand les enfants naissent dans la scientologie et t'as les parents qui les mettent dans un truc comme ça, c'est affreux quand tu fais subir ça à tes enfants. Et pire, quand tu fais subir des sévices sexuels, en fait. C'est ça. Genre, vas-y, t'inquiète pas, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Ouais. Bon. Très intéressant. Ouais, très intéressant. Tu as un autre sujet, peut-être? Non, j'en garde un petit peu pour plus tard. Bon, moi, j'ai juste ça va dater une fois que cet épisode va apparaître, mais la femme du New York qui est bipolaire dans le Pakistan. Oui! Que tu m'as envoyé toutes les vidéos possibles. Tu as vu, Justine? Non, ça, je connais. Vas-y, raconte. Ok, c'est Onija. Je sais pas. Onija quelque chose. En fait, c'est une femme une américaine qui est clairement schizophrène. À un moment donné. Bipolaire, elle a un truc. Il y a un truc, je pense qu'elle a lâché ses médicaments et tout. Clairement. Et qui, apparemment, sur Internet, avait trouvé un jeune homme de 19 ans qui voulait être son mari, qui voulait l'épouser et tout. Donc, elle va au Pakistan. Okay. Parce qu'il habite au Pakistan. Elle arrive au Pakistan. Lui, il lui pose un lapin parce que il n'existe pas, ce jeune homme de 19 ans. Et du coup, elle fait branle-bas de combat. Elle appelle la presse. Elle fait des conférences de presse. Et en plus, elle est trop ballsy, tu vois. Elle leur dit, taisez-vous. Oui, ouais. Taisez-vous, je parle maintenant. Et c'est pas votre business. Surtout que je dois en faire. Inde. Non, au Pakistan. Ouais. Ah non, mais c'est clair, la meuf, elle est là. Et en fait, non, et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle tient une conférence de presse en disant, bon, j'ai été lâchée là, je ne quitte pas le Pakistan. Moi, vous me donnez $5,000, $20,000, peut-être plus, $100,000, vous me donnez maintenant. Moi, je réaménage le pays, je vais faire des belles choses, je vais faire des habitations, je vais tout faire, je vais travailler pour que le Pakistan, ce soit un bon pays. Enfin, bref, elle a fait Trump. Elle est partie sur un délire, je vais réaménager le Pakistan, donnez-moi $2,000 ou plus par semaine et tout. À chaque fois, c'est ou plus. Ou plus. Après, c'est vous qui voyez. Si ça passe, elle tente. C'est ça. Et j'ai vu une nana, en fait, ou un mec, je sais plus, sur Instagram, qui disait, Onija a changé ma manière de voir les choses dans le monde. Et elle dit toujours, ou plus, or more. Et du coup, je demande ce que je veux. Et je finis avec au plus. En fait, pourquoi on s'arrêterait à quelque chose de restreint? Ou plus. Plus, quoi. Demandons plus. Faisons comme Onija. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas, mais c'est une sacrée histoire à suivre. Et bon, elle a fini par retourner à New York sous la tutelle de quelqu'un, j'espère. Non. Si, elle a été accueillie avec des infirmières ou quelque chose comme ça, non? Alors, j'ai vu, est-ce vrai ou pas, j'en sais rien, qu'apparemment son vol pour New York avait une escale à Dubaï et qu'elle serait partie. Non. Alors, je sais pas. Affaire à suivre. Onija à Dubaï, partie 2. C'est comme les Martines à la campagne. Ouais, mais elle a pas peur, hein. Rien à foutre. She don't give a shit. No, she don't care. Et après, alors, si j'ai un dernier truc, parce que c'était récemment, mais bon, maintenant, ça sera plus trop récent. Désolée, on enregistre en avance. C'est une femme, en fait, qui a interpellé, il y avait un homme, je crois que c'est en Angleterre, elle voit un homme, en fait, qui prend une petite fille, mais de manière bizarre. Pas comme un père, tu vois, prend une petite fille qui veut pas partir, ça arrive. Ouais. Et du coup, elle fait, vous la connaissez? Et lui, il fait, oui, c'est ma petite sœur. Et il va dans une allée, et en fait, elle lâche pas le morceau. Elle le suit, elle le filme, elle fait, je vous filme. Et elle se rapproche petit à petit, et fait, mais c'est ma sœur, lâche-moi. Il commence un peu à être agressif pour lui faire peur.
Et en fait, la nana, elle lâche pas. Et elle arrive au niveau de la petite, qui arrive à lâcher la main du mec. Et en fait, elle dit, ça va, tu le connais? Et là, la petite, elle se met à pleurer. Elle fait, non, pas du tout. Je le connais pas, il m'emmène. Elle pleure, elle doit avoir 8 ans. Et en fait, tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas qu'on se mêle de nos affaires, en fait. Il faut vraiment oser, quand on est dans la rue, quand on voit des choses qui se passent, insister. Ouais. Il faut oser. Et complètement. Soyez la libre. C'est souvent des femmes. Ouais, suivre son intuition. Suivre son intuition. Et c'est souvent des femmes. C'est souvent des femmes. Oui. Donc, faites chier, soyez relous. Au pire, vous avez été relou. Oui, et ben voilà, moi j'ai l'habitude. Mais Voilà. Au mieux, on a sauvé une vie. Voilà. Et au pire, on a emmerdé quelqu'un une demi-heure. Voilà. Et qu'est-ce dans une vie? Hey, Karen! Ouais, C'est mon enfant! Faites votre Karen un peu plus. Alors, maman. Marie. Voilà. On va parler du vin. Donc, c'est mon épisode, l'épisode à Sarah. C'est mon épisode. Mine. Et là, on va déguster un rouge. Et donc, c'est la cuvée de Pompette de Pérol, le caviste de Pérol. Donc, cette cuvée Pompette 2023, c'est un vin du Pays d'Oc. Donc, il y a plein de choses écrites là-dessus. Que tu ne vois pas sans tes lunettes. Que je ne vois pas sans mes lunettes. Et que de toute façon, on va demander à notre chère Pauline de Pompette de peut-être nous faire un petit rédigé. Ouais. Et qu'on mettra sur l'Insta pour vous dire ce qu'on en pense. Alors, juste, je fais une petite parenthèse. Cette bouteille t'a été offerte. Ah, ben merci, la Pompette. Merci à Pompette. Souvent, ils sont généreux avec c'est notre premier sponsor. C'est clair. Si vous voulez nous sponsoriser, nous sommes ouvertes à toute proposition. Ou juste nous envoyer du vin gratuit. Nous sommes ouvertes. T'es prêt pour le pop? Yes. Oh, petit pop. Petit pop. Nous allons appeler ça un pop timide. Un pop timide. Non engagé. Ouais, un pop timide, un pop un peu retenu. Introverti. Introverti, mais qui a besoin de s'ouvrir au monde. Oh, j'ai pas fini mon... Ouh, joli verre. Alors, oui, parce que je raconte mon histoire et je veux pas me resservir. En ce cas. Ça, c'est de l'organisation. Voilà. Faut tenir sur la durée. Donc, moi, j'ai une histoire longue. Alors, je tiens à dire que je fais mon travail là, parce que là, cette histoire, elle est vraiment horrible. Ah oui, tu m'as dit. Ouais, et en fait, je joue le jeu de faire des meurtres. Bon, il y a un meurtre là-dedans, mais encore, comme les dernières fois, j'ai pas vraiment fait des meurtres, etc. Il y en a un là-dedans, mais c'est une histoire horrible, et donc, je mérite franchement mon vin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il est à toi. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Colin Stan et l'enlèvement de Colin Stan, si vous connaissez pas. Vous connaissez? Non, pas du tout. Voilà. Let's go. Let's go. Let's go. Donc, je me suis servi d'un seul article. Bon, enfin, j'ai lu pas mal de trucs et j'ai regardé j'ai écouté des podcasts, des trucs comme ça. Ouais. Mais au final, pour rassembler toutes les infos, je me suis servi d'un article qui était vraiment très détaillé. Mais je vais pas le citer parce que je trouvais ça vraiment nul. Donc, ils avaient tous les détails. Mais en fait, ça ressemble un peu à une version porno et fanfiction de cette histoire. C'est-à-dire, ils utilisent rarement le nom Colin, donc la victime, mais ils l'appellent souvent la captive, l'esclave sexuelle et d'autres trucs où genre répéter constamment la torture subie. Et j'ai eu l'impression en le lisant que c'était comme une sorte de BDSM et la personne était excitée en racontant l'histoire. Ouais, franchement, j'ai pas aimé. Ah non. Mais c'était hyper détaillé, il y avait toutes les dates, il y avait tous les lieux, etc. Donc du coup, j'ai enlevé le plus possible et j'ai forcément changé le ton. Mais donc je ne me cite pas. En fait, c'est une histoire donc d'enlèvement qui illustre comment une victime peut, avec le temps, devient vraiment assujettie et voire complètement soumise. Donc voilà, ça semble être une fiction, franchement, mais malheureusement non. Ok. Donc en fait, son histoire, l'histoire de Colin Stan, de ce point de vue de cette partie de sa vie, commence lorsqu'elle a que 20 ans. Elle fait de l'autostop pour rendre visite à un ami. C'est en quelle année? Le 19 mai 1977. Ok. Ça sentait les 70. Ben oui, clairement. Elle est sur une route ordinaire et c'est un couple d'apparence ordinaire aussi qui vont arrêter son véhicule et proposer de l'amener. C'est une jeune femme dans la voiture, un peu plus jeune que l'homme, et ils ont un bébé dans les bras. Donc tu vois, tout de suite, t'es un peu... Ça met en confiance. Exactement. Ça se passe aux États-Unis ou en France? Ça se passe aux États-Unis. Ah, ok, parce que c'est exactement Fourniret. Ok, et c'est pas ça. Okay. Donc, elle n'avait pas de doute à ce moment-là parce que là, tout semble normal. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette jeune femme avec le bébé s'appelle Janice. Elle est mariée donc au monsieur dans la voiture qui s'appelle Cameron Hooker.
Et lui, c'est un sadique. Et Janice, depuis son adolescence, subit du ligotage, de fouet et de torture en main de son mari ultra pervers. Ce n'est pas forcément des jeux consensuels, hein, c'est pas du BDSM, mais des actes. Oui, Okay? oui. Elle a été blessée souvent et là, aujourd'hui, elle est complice de son mari. Donc, je vais raconter un peu l'histoire de Janice pour vous mettre dans le mood. Janice, elle avait 15 ans, elle est encore au lycée lorsqu'elle rencontre Cameron Hooker, qui avait 19 ans à l'époque. Janice était une fille épileptique et l'attention que Cameron lui portait lui plaisait énormément. Cameron, lui, il avait peu d'amis et il était plongé déjà dans le monde des magazines de bondage. Okay. Il est particulièrement attiré par le concept d'une femme nue enchaînée par les bras, fouettée et torturée. Donc, c'est pas surprenant qu'il décide de faire pression sur sa nouvelle amie pour transformer son fantasme en réalité. Donc forcément, la première fois, Janice, je suppose, était très déconcertée. Il l'amène un jour dans une forêt, il arrête la voiture, lui demande de se déshabiller, puis il l'attache à un arbre et commence à la fouetter. Enfin, je pense que n'importe qui, fille ou garçon, a été un peu surpris de ça. Enfin, moi, je le serais. Bah oui. Donc, visiblement ou manifestement, Janice avait quand même plus peur de perdre Cameron auquel elle était attachée, et donc elle se laisse faire. Par la suite, à de nombreuses reprises, même quand elle est encore à l'école, elle est amenée dans les endroits, elle sert d'objet pour des activités un peu perverses. Avant et après leur mariage, elle sera maltraitée complètement. Elle accepte tout, même quand c'est douloureux. Soi-disant, elle le dira plus tard parce qu'elle n'était pas sûre d'elle et pour son attrait pour les hommes. Putain que c'est triste. C'est horrible. Ouais. C'est là où tu vois le peu d'estime que certaines femmes ont d'elles-mêmes à cause des hommes. Oui, mais même, tu vois, quand tu lis les récits, en fait, on va la décrire comme une femme ordinaire qui portait des lunettes et manquait confiance en elle. Donc, du coup, enfin, je sais pas, elle préférait être torturée que c'est le seul homme qui lui a porté de l'attention à ce moment-là de sa vie, en fait. Mais souvent, c'est ça, hein, t'as des femmes qui se mettent avec des gens juste enfin, parce que... le seul homme, elle avait 15 ans quand elle s'est mise avec, donc elle s'est pas laissé beaucoup de temps. Oui. Ouais, mais c'est le premier, on va dire. Mais c'est le moment, ouais. C'est ça. À un moment aussi où on est à 15 ans, on est particulièrement vulnérable. Donc, bon, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, je pense. Sûr. Souvent, ce qu'ils font avec les plus jeunes filles. Manipulation. Ouais. Donc, finalement, en 75, le couple se marie et ils vont louer une maison à Red Bluff, en Californie. C'est toujours en Californie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, ces tourments vont se poursuivre, même s'intensifier. Et il y a une supplice que Janice déteste particulièrement. Cameron, il a une sorte de masque à gaz en caoutchouc. Ouais. C'est un truc à l'ancienne, tu sais, les trucs... de Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et il le met sur son visage. Et sur la face en verre, il avait peint pour qu'elle puisse rien voir. Ouais. Et en plus, il trouve une manipulation pour la verrouiller. Okay. Donc, il va souvent lui mettre ce masque pendant qu'il la batte ou qu'il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Okay. Ouais. Donc, après quelques années, être pendue, etc., Janice va accepter lorsque Cameron va suggérer de capturer une femme qui sera formée pour devenir son esclave personnel. Ouais. Alors, Janice se dit, en fait, que peut-être qu'elle sera laissée un peu seule si Cameron a une autre femme. Du coup, elle accepte, je pense, assez rapidement. Aussi, elle veut un bébé. Et donc, elle se dit qu'elle va vivre une vie normale et tout ira mieux, peut-être. Et le vice sera avec une autre. C'est ça, voilà. Donc, la seule condition qu'elle lui pose, c'est qu'il fait ce qu'il veut, Cameron, mais elle ne va pas intervenir, mais il ne devait pas avoir de relation sexuelle avec pénétration. T'imagines que c'est ça ton seul truc à demander au point où ils en sont? Ouais. Voilà, moi je suis là, mais sérieux... Moi, tu fais ce que tu veux tant que je me mêle pas. Enfin, je sais pas. J'avais pas à comprendre. Je pense qu'on peut pas. Donc, en 1976, Mary Elizabeth Spinaki, qui a 18 ans, va disparaître. Selon Janice, elle a été la première à être enlevée par son mari pour faire son esclave sexuel. Malheureusement, la jeune femme ne s'était pas soumise à la captivité. Alors, donc, pareil, on la prend en autostop. Ils vont l'amener dans un endroit isolé où elle sera attachée. Là, elle va faire trop de bruit
Et donc, on va attacher une sangle autour de sa tête et de sa mâchoire pour serrer fermer. pour la terre. Ok. Et ensuite, on va utiliser une boîte en bois spécial parce que lui, il était, je sais pas si je l'ai dit encore, il travaille dans le bois. Donc, il est assez doué. Menuisier, quoi. Ouais, menuisier. Donc, il a créé une boîte en bois spéciale qui va verrouiller autour de sa tête. Donc, imaginez un truc serré sur la mâchoire plus une boîte en bois. Donc, elle est suspendue par les poignets. Elle est torturée. Et puis, on n'arrête pas de lui dire de pas crier pendant qu'elle est battue. Bon, je pense qu'elle a soit pas voulu ou a pas pu. En fait. Et donc, ils vont finir par lui couper les cordes vocales. C'est ça. Mais comment tu fais? Enfin, vous êtes un chirurgien diplômé. Mais ils étaient pas, et elle est morte, donc. Non, elle est morte. Okay. Elle est morte. Mary Elizabeth Spinaké, elle est morte. Donc, l'idée à la base de Cameron, ce qu'il voulait, c'était une esclave silencieuse. Là, il se rend compte que les esclaves, en fait, ça fait du bruit. Ça marche pas, ça fait un peu de bruit, surtout au début. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il décide de la tuer. Quand c'est mort, ça... Voilà. Vraiment, ça fait plus de... Donc, au début, il avait tiré dans l'estomac avec un fusil à plomb. Ça n'a pas tué. Du coup, c'est tout petit, le truc. Il a fini par l'étrangler et ensuite lui couper les cordes vocales. Le lendemain, Janice et Cameron vont emporter son corps dans les collines et l'enterrer. Les années plus tard, quand Janice a mené la police jusqu'au lieu d'enterrement, mais sans succès, ils n'arrivent pas à trouver où était son corps. Okay? Donc, revenons à l'histoire de Colleen Stan. Donc, elle a quitté son domicile dans l'Oregon le matin, le jour de son enlèvement. Elle se rendait à la ville de Westwood, à plus de 600 km de là, en Californie, pour visiter son ami qui fêtait son anniversaire. Elle n'avait pas de voiture, elle faisait souvent l'autostop. Même, elle disait qu'elle prenait soin d'examiner attentivement les personnes qui s'arrêtaient pour lui proposer de l'amener. Mais cette fois-ci, elle est à Red Bluff et elle voit un Dodge Colt bleu s'arrêter et proposer de l'amener. Donc ça, c'est Cameron et Janice Hooker. Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Ok. Je crois que je l'ai dit un peu plus haut, donc si c'est pas vrai. Donc, Non. encore une fois, jeune couple ordinaire avec un bébé. Donc, du coup, le bébé était l'élément un peu décisif pour Colleen, qui se dit, ça va. Bien sûr. Donc, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il s'arrête pour prendre de l'essence. Et là, Colleen racontera plus tard qu'elle avait remarqué que Cameron la regardait hyper souvent dans le rétroviseur. Elle se sentait un peu mal à l'aise. Et dans les toilettes de la station-service, elle se pose la question dans la tête. Elle se dit momentanément, est-ce que je sors et je m'en vais, quoi? Et elle se dit, mais non, n'importe quoi, c'est bon, tout va bien. Le premier instinct. Suivre son intuition. Voilà. Toujours. Je crois que c'était notre indice numéro 1. Peut-être. Toujours suivre son intuition. Voilà. Même si vous avez la peur d'être ridicule, c'est pas grave. C'est ça. Et donc là, dans les red flags qui ont suivi, ils vont reprendre la route, mais pas beaucoup. Et Cameron va dire qu'il voulait faire un arrêt rapide dans des grottes de glace spectaculaires. Alors déjà, tu as red flag. Mais Colleen ne voit pas d'objection. Et donc, Cameron s'engage sur un tout petit chemin. La voiture va s'arrêter au milieu de nulle part. Janice est descendue avec le bébé et Cameron était en train d'éteindre le moteur. Colleen se voit ordonner, avec un couteau enfoncé dans le cou, de lever les mains au-dessous de la tête. Hooker lui dit « Vas-tu faire ce qu'on te demande ?» Colleen, surprise et terrifiée, va répondre oui. Donc là, ses poignets sont tirés vers le bas et menottés derrière son dos. Okay. Ensuite, on va les bander les yeux. Et ensuite, on va mettre une lourde sorte de courroie. Même chose qu'on a utilisé sur la première captive, c'est un sorte d'effet serré au-dessus de sa tête. Et les bloquer, comme ça, elle peut pas ouvrir la bouche. Tu sais, j'ai dit comme le bandeau, ouais. Ouais, c'est ça. Ses chevilles sont entravées et la fameuse boîte, est passée sur sa tête. Wow. Donc là, cette boîte est écrite comme une boîte de privation sensorielle. En fait, c'est pas un seul caisson, c'est 2 caissons, l'un à l'intérieur de l'autre, avec dans l'espace entre deux un matériau isolant. Okay. Et ça fait un boîte robuste aussi. Donc la structure est articulée. Et il offre une ouverture qui s'adapte au cou de la personne. Okay. Et la tête est forcée à l'intérieur. Donc, Colleen va dire plus tard que cette boîte était très serrée sur son cou, l'étouffant presque, qu'elle était verrouillée. Et il y avait à l'intérieur est couverte d'une épaisse moquette, un tapis, quoi. Et du coup, c'est comme un masque de bondage, mais beaucoup plus sévère. Et il bloque la parole, la vue et le son, complètement. Donc, voilà. Donc,
elle est dans cette boîte, c'est insupportablement étouffante, trou serré autour du cou, en fait. On va la remettre, forcément, on peut pas manger, ni boire, ni entendre, ni voir, enfin, elle peut rien. Il y a des trous pour, les trous, ils sont où pour respirer? Je sais pas exactement, mais il y a des photos en ligne, donc on les mettra sur le truc, tu verras. Donc, on va la mettre dans cette boîte, on va la remettre dans la voiture. On va lui couvrir d'un sac de couchage, pour la cacher pendant qu'il continue à rouler. Ouais. Cameron et Janice vont s'arrêter pour manger un fast-food, laissant Colleen dans la voiture. Ah oui. Comme elle peut à peine bouger, ni appeler à l'aide, très clairement, Cameron Hooker était préparé là, tu vois. Il est safe, il prend un McDo tranquillement, tu vois. Alors, arrivé le soir, ils arrivent chez eux et là, ils vont transférer Colleen de la voiture à leur maison. Certains disent, enfin, on sait pas trop que la boîte était encore sur sa tête lorsqu'on l'amène. Mais bon, ça aurait pu être, ils ont une maison genre, non, pas du tout. Ils ont des voisins de partout. Ah oui, donc ça serait pas passé inaperçu. Mais c'est pour ça qu'ils ont attendu le soir pour l'amener. Okay. Mais est-ce qu'ils ont enlevé la boîte ou pas? On sait pas trop. En tout cas, elle est amenée dans la maison, les yeux forcément bandés. Ils vont traverser la cuisine et descendre quelques marches jusqu'à leur sous-sol. Et ça, le sous-sol, ça va être la chambre de torture de Cameron Hooker et il est impatient de s'en servir dès qu'il arrive, quoi. Donc, Colleen se retrouve en fait aidée à monter sur quelque chose et en fait c'est un vieux coffre à glace, on les positionne dessus. Et là on va les suspendre par des menottes à un tuyau et on va retirer ses vêtements, on va mettre des lanières de cuir assez solides pour remplacer les menottes et en fait, elle sera forcée au début de se tenir sur les pointes des pieds, le corps tout tendu. Mais pas pour très longtemps parce que soudain, la glacière sera retirée à un coup de pied et Colleen se retrouve pendue de tout son poids, en fait, dans cette pièce. Elle va quand même donner des coups de pied, elle va crier à travers la boîte, mais bon, ça sert à rien. Cameron va lui dire à ce moment-là qu'il avait coupé les cordes vocales d'une autre femme qui faisait trop d'histoires et trop de bruit et qu'elle va subir le même sort si elle ne se taisait pas. Donc, du coup, elle se dit dans sa tête, je me sentirais mieux si je reste immobile et silencieuse et commence à la fouetter et la torturer. Elle disait que c'était difficile au début, mais en fait... la douleur, au bout d'un moment, j'imagine. C'est ça. Alors, Janice, dans ce moment-là, elle se dit que tout ça, ça va l'épargner, mais elle se trompe, en fait. Colleen va subir la majeure partie des ébus à partir de maintenant, mais Janice le sera aussi, pour revenir un petit peu. Donc, Cameron avait plein de choses différentes qu'il aimait faire pour torturer des femmes. Il avait des choses qu'il avait créées par lui-même, utilisées comme différents types de fouets. Et puis, il avait quand même voulu que Janice aussi partage son plaisir. Donc, il avait ordonné à Janice de venir et de faire l'amour sur le sol devant là où est pendue Colleen, par exemple. Plutôt, la plupart du temps, c'était pas Janice qui était là. Cameron était seul avec Colleen. Mais il lui arrivait de venir regarder, je pense, à la demande de Cameron. En fait, donc, puis, quand elle avait eu assez, il introduisait la fille aux yeux bandés dans une autre boîte qu'il avait fabriquée. C'est une boîte plus grande, environ 1 mètre carré à peu près, et située dans un coin du sous-sol. Donc là, elle ne peut pas voir dans cette boîte non plus parce qu'elle a toujours les yeux bandés. D'ailleurs, elle aura les yeux bandés pendant les 8 premiers mois de sa captivité. Quelle horreur. Ah, mais attends, parce que j'avais pas la durée, en fait, jusque-là. Mais tu l'as pas toujours. Tu l'as toujours pas. Donc, comme Colleen avait déjà vu Janice et Cameron, il s'agit pas de se cacher d'elle. Non. C'est juste une torture. C'est pour l'humilier, quoi, en fait. Mon Dieu, quelle horreur. Donc, elle sera souvent punie, même si forcément elle fait rien pour mériter d'être punie. Et donc, elle sera descendue de sa position suspendue, qui est quelque part un soulagement, mais maintenant elle est dans cette grande boîte. Donc, elle doit ramper à l'intérieur à genoux, les fesses et les pieds tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire face à Hooker, face à Cameron. Ses poignets sont ensuite tirés vers l'arrière et attachés avec les chaînes de l'intérieur de la boîte au-dessus de sa tête. Et ensuite, l'autre boîte sera placée sur sa tête. Donc, imagine la position agenouillée comme ça. Et donc, la boîte aussi sera attachée. Comme ça, elle peut pas non plus laisser sa tête. Enfin, tu vois, elle doit toujours rester complètement... Elle est jamais au repos. Son corps est tendu à tout moment. Wow.
Donc, elle a aussi une lourde sangle qui va être serrée et bouclée autour de sa poitrine, ce qui rend la respiration hyper superficielle, quoi. Ouais. Donc, entre la boîte de torture, la sangle, la boîte sur la tête, elle peut à peine respirer, elle peut à peine bouger. Elle sera laissée comme ça toute la nuit ou tous les moments où lui, il n'est pas avec elle, elle est laissée dans cette position. Non, là, t'as fait fort. Là, franchement, je te l'avais dit. T'as fait fort. Donc, Colleen entendait souvent que Janice était là. Elle pouvait pas trop entendre ce qu'il disait, mais elle entend les bruits étouffés et sait qu'il y a Janice et Cameron. Après, les détails sont pas clairs, mais il semblerait qu'un objet phallique épineux destiné à provoquer des décharges électriques a été enfoncé dans son vagin avant qu'elle soit laissée pour la nuit. Mais là, visiblement, c'est un accessoire désagréable, mais pas mortel, mais qui n'a pas fonctionné comme prévu, mais qui sera laissé en place de toute façon. Un inconfort de plus, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment la mettre... C'est ça. Elle dort pas, tu peux imaginer. Non. Et en plus du fait que Cameron, il est tellement... Enfin, il est complètement fou, donc il n'arrive pas à la laisser seul longtemps, quoi. Il peut pas s'en empêcher. Il se passe en HP, donc il retourne tout le temps à la réveiller, etc. Enfin bref, il est barge. Donc là, personne ne sait où est Colleen Stan. Personne ne les avait vus sur cette route secondaire, personne ne l'a vu dans la voiture et personne n'avait vu entrer dans la maison. Impossible. Donc peu de temps après, la famille et les amis vont commencer à la chercher, mais ils trouvent rien du tout. Comme si elle avait disparu de la surface de la Terre et donc une statistique de plus à cette époque. Tu sais très bien dans les années 70. Donc là, elle passe des heures... Excuse-moi. Hein. Non. Et surtout qu'à l'époque, quand tu signalais à la police, la plupart du temps, ils te disaient qu'elle avait dû fuguer. Oui, peut-être. On sait pas trop. Voilà. Enfin, on s'en occupait pas trop, quoi. Voilà. Donc, je passe un peu les détails. Imagine qu'elle est torturée, elle est à peine nourrie, mais si elle n'a pas d'appétit, elle est fouettée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Donc, elle est forcée à manger le peu qu'on lui donne, etc. Donc, au début de sa captivité, elle est enfermée dans le sous-sol. Le seul contact qu'elle aura pendant de nombreuses heures, c'est la visite occasionnelle de Janice, mais qui fait rien pour l'aider. Elle est pas autorisée à utiliser la salle de bain familiale, donc elle est d'utiliser une sorte de bassin de lit pour faire ses besoins. Lorsque les peu de fois où la boîte sur la tête n'est pas utilisée, elle entend les voitures des voisins démarrer chaque matin. Et c'est le seul moyen qu'elle a de savoir qu'une nouvelle journée avait commencé. Okay. Et en fin de compte, alors là, tiens-toi prêt, le total de jours de captivité, c'est difficile à évaluer, mais s'élève probablement à plus de 2500 jours, c'est-à-dire 7 ans. Oh! Ouais. Je t'avais dit que j'ai fait fort. Oh mon Dieu. Non, ouais, fort, c'est une horreur. Très bien, mais... Donc, à un moment donné, la mauvaise alimentation et l'enfermement vont entraîner l'arrêt de ses menstruations. Bien sûr. Mais peu importe sa situation de santé ou mentale, elle apprend très rapidement à ne rien demander et ne pas parler. Ouais. Sinon, elle est punie pire qu'avant. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, seulement quelques semaines s'étaient écoulées et Colleen est déjà vraiment un esclave, en fait. Elle ne pouvait que faire ce qui lui permettait. Elle faisait tout ce qu'il disait, même si autour d'elle il y avait toutes ces maisons et ces gens. C'était pas important. Il y avait pas espoir d'échapper. Ouais. Et même si elle participe pas forcément à la torture, elle est impliquée quelque part. En fait, elle se dit que si elle essaie de s'échapper, elle va avoir des ennuis, donc elle ne fait rien. Enfin, ça se passe très vite, le conditionnement. OK? Donc, il y a un moment quand même, Colleen va commencer à sortir du sous-sol. Elle avait une autre boîte avec comme un cercueil où elle pouvait aller. On pouvait la placer dedans et le fermer comme un couvercle. Et là, il utilisait ça pour quand il quittait la maison parce qu'il y avait des trous d'aération pour qu'elle puisse respirer, mais sans aucun autre confort, quoi. En gros, des trous d'aération. Parfois, elle serait enchaînée aux toilettes pour dormir sur le sol froid de la salle de bain pour la nuit, pour lui changer de rythme. Puis, un moment, elle va être vraiment plus libérée.
Et en fait, elle est tellement soumise à eux que elle essaie encore pas de s'échapper. Donc en fait, comme les hookers manquaient souvent d'argent, pendant un moment, on va d'abord mettre Colleen sous les escaliers comme à la Harry Potter, où elle sera encore les yeux bandés et elle travaille pendant des heures toute la nuit, pendant que eux ils dorment, pour faire des tâches genre du macramé ou l'écaillage des noix, qu'elle doit le faire les yeux bandés, d'accord? Donc, il passe à l'étape suivante. Et là, cette étape pour Cameron va garantir que Colleen va jamais s'enfuir de son plein gré. Et ce plan consiste à qu'elle signe un document appelé le contrat d'esclavage. Donc, il s'accompagne d'une idée que l'existence d'un groupe appelé la compagnie, entre guillemets, une sorte de confrérie clandestine de propriétaires d'esclaves, qui veille à ce que les esclaves obéissent à leur maître et n'essaient pas de s'enfuir. Donc, Cameron va inventer une histoire, genre, selon laquelle, au-delà des murs de la banlieue ordinaire dans laquelle il habite, il existe tout un réseau d'esclaves sexuels, des filles comme Colleen. Et Cameron va prétendre qu'il a payé $1 500 pour enregistrer Colleen, comme une nouvellement acquise. Wow. Et qu'en échange, l'organisation va surveiller en permanence. Okay. Il y a un réseau, soi-disant, d'informateurs qui s'assurent et que si jamais elle s'aventure hors de la maison à n'importe quel moment, elle ne sait pas qui va la voir. Et donc, on peut la voir dans une camionnette, on peut la voir d'une autre maison. Et là, elle serait reprise et torturée sans pitié si elle essaie de s'évader. Okay. Et l'une de ces tortures pourrait être les mains clouées contre une poutre à la Jésus-Christ. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Et en plus, on va la donner potentiellement à un autre maître pour lequel la propension à la cruauté est encore plus grande que celui qu'elle a actuellement. Voilà. Donc, et en plus, si elle essaie de s'évader, sa famille sera menacée et vont devenir cible. Il y a beaucoup de menaces de famille dans ce cas-là, ouais. Donc, on lui dit qu'elle doit signer ce contrat et qu'elle n'a pas le choix, et sinon, elle va avoir des conséquences, donc forcément, elle signe. Donc, lui, Hooker, va recopier ce contrat qu'il a inventé tout seul, forcément, une machine à écrire. Colleen, là, elle a 21 ans. Elle se retrouve dans cette espèce de document space. Mais là, t'imagines, ça fait 8 mois que ses yeux ont été bandés, parce que ça fait 1 an qu'elle est en captivité. Oh là là. Elle n'a pas fêté son 20e anniversaire. Elle n'a pas fêté Noël. Elle n'a pas fêté le Nouvel An. Elle vit ses jours en captivité dans une boîte en cercueil. Et là, on lui dit aussi, en signant ce contrat, que le bandeau peut être enlevé. Et que aussi, elle aura plus de droits. Donc, t'imagines qu'aussi... Bah oui. Ça donne envie de signer. C'est ça. Donc, je vais pas relire le contrat là, mais je l'ai quand même si tu veux le mettre en ligne. Et je l'ai traduit, donc tu peux le voir. Et c'est sadique, c'est hyper long. Enfin, bref, tu peux imaginer le genre de conneries qu'il a inclus. Donc voilà, c'est assez grotesque. Donc après signature, elle est connue sur son nom d'esclave, K, la lettre K, ou si les voisins la rencontrent, parce qu'ils vont la rencontrer après, c'est Kay, K-A-Y, elle s'appelait. Cameron va signer avec un faux nom, Michael Powers. Et elle a un sort de... Au moment de la signature, elle se retrouve, donc elle est plus les yeux bandés. Elle a un nouveau truc, c'est un collier d'esclave. Mm-hmm. C'est un sort de métal doré et extensible autour de son cou. Donc ça va devenir son nouveau truc, quoi. Donc, Colleen, elle est assez hésitante au début, mais elle devient super obéissante. Donc, ça permet aux hookers, à Janice et Cameron, de la laisser sortir, même d'aller faire du jogging et du vélo seule. Et elle reviendra. Parce que, surtout, Cameron se rendit compte qu'elle avait besoin d'un peu d'exercice si il voulait qu'elle conserve son apparence et son corps séduisante. Wow. Donc, Colleen, complètement convaincue de cette réalité de l'entreprise, de compagnie qui existe et que, en fait, on était en train de la surveiller de partout. Toutes ses activités sont hyper contrôlées, c'est jogging chronométré. Par exemple, lorsqu'un jour elle revient avec 15 minutes de retard, après il lui est interdit de recommencer à faire du jogging. Okay. Et après c'est Cameron qui va l'accompagner en voiture en lui demandant de courir sur des longues distances, donc forcé de continuer à courir, de trottiner jusqu'à l'épuisement, alors que lui il est tranquille derrière le volant, tu vois. Ils vont finir par quitter cette maison qu'ils louaient en fait à Red Bluff et ils vont s'installer dans une caravane. Ensuite, là, comme ils n'ont plus de sous-sol, Colleen va rester enfermée la plupart du temps dans une boîte sous leur lit. Surtout lorsqu'ils vont quitter la caravane.
Et en général, elle est autorisée à sortir à peu près 1 heure par jour seulement, le temps d'être nourrie, d'aller aux toilettes. Tu vois, ça, c'était sa vie. En fait, le moment où elle était sortie, je vais le raconter un peu plus tard, si je l'ai pas effacé, c'est à peu près 1 an où elle était en sorte de libre. Mais pendant la plupart des 7 ans, pendant 6 ans, elle est vraiment enfermée. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que ils avaient le bébé dans les bras. Et là, ils ont eu 2 enfants en tout. Et apparemment, ces enfants restent cachés de toute cette activité. Comment? Ils sont dans une Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour les enfants qui vivent avec eux et les voisins curieux, Colleen est connue comme Kay. Et elle leur aide à la maison. C'est une sorte de nounou, assistante, femme de ménage. Elle a tellement lavage de cerveau, mais tellement complet que elle tente pas de s'échapper ni de crier à l'aide à personne, forcément. Pendant cette année donc de liberté, les voisins vont souvent la voir travailler dans le jardin, mais ils communiquent pas beaucoup avec eux. Elle aussi, elle pouvait faire des sorties avec Janice. Donc parfois, elles sont allées faire des courses ensemble, ou même une soirée dansante, 1 ou 2 fois. Mais elle revenait toujours et elle obéissait toujours. À un moment, Janice va perdre son emploi. Et donc Cameron va conduire Colleen à Reno, dans le Nevada, et d'autres villes voisines où elle était forcée à mendier dans les rues. Et même elle aura eu un petit emploi, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, pour gagner de l'argent, auquel elle y allait, elle disait rien et elle rentrait. Wow. Enfin, tu vois la soumission totale. La manipulation. Ouais, totale. Donc, elle était, maintenant, pendant cette année aussi, elle était plus souvent habillée que nue. Et après, Cameron, elle avait un truc qui s'appelait Attention Drill. Donc, à chaque fois qu'il crie « Attention !», Colleen devait arrêter tout ce qu'elle faisait, enlever ses vêtements immédiatement et se mettre sur les pointes de pied entre une porte, tu vois, dans une embrasure. Dans une embrasure d'une porte, ouais. Et le bout de ses doigts touchant à l'arcade, tendu et entièrement exposé, à l'exception de son collier d'esclavage qu'elle avait tout le temps. Voilà. Et juste ils disent, ben, vas-y, tu peux continuer. Juste, s'arrête, tu fais ça. Et là, elle se rhabille et elle continue. Elle continue à faire ça. Wow. Même une fois, il a failli la noyer dans une de ses super tortures parce qu'il a fait un truc où, en fait, elle était pendue au-dessus d'un baignoire moitié rempli d'eau. Et en fait, il avait laissé trop longtemps et elle était à 2 doigts de se noyer jusqu'à ce qu'il laisse l'eau s'en aller et qu'elle a fini par, voilà. Et pendant beaucoup de ces événements, il prenait des photos explicites au cas. Donc, il y avait beaucoup de photos existantes de ces tortures, de ces devices, de tout ce qu'elle faisait. Putain, les policiers qui ont dû trouver tout ça, là. C'est ça. Aussi, à un moment, Colleen était enfermée et forcément ses cheveux étaient emmêlés après des semaines de négligence. Et donc, Cameron va dire à Janice, à sa femme, de les brosser. Et en fait, elle n'arrive pas, donc elle coupe ses cheveux et elle lui fait un coupe ras-le-bol, quoi. Coupe au bol. Coupe au bol. Enfin, non, rasé, quoi. Rasé. Ras-le-bol. Ouais. Donc, forcément, toutes les photos qu'il avait prises, il va développer par lui-même, tu penses bien. Il va pas aller dans le petit coin dire... Vous voulez mat ou brillant? Bon. Exact. Quelle taille? Donc, en fait, l'année où elle a été en liberté va se terminer parce que les 2 femmes vont commencer à se chamailler. Ouh. Et Janice était devenue un peu jalouse de l'intérêt excessif de Cameron pour Colleen. Mais c'était pas le but. Pas du tout. Donc, Cameron, pour reprendre le contrôle de tout ça, il va la mettre dans la boîte sous le lit. Et là, elle n'a jamais la moindre idée de la durée de son enfermement. Là, ils ont remis le bandeau, donc elle voit rien dans l'obscurité. Un moment au milieu d'un été, les Cameron vont décider de partir en voyage. Ils vont laisser Colleen enfermée dans la boîte étouffante, sans eau ni nourriture pendant 3 jours et 3 nuits entières. Oh mon Dieu, putain. Et là, on a calculé plus tard qu'elle avait passé au total plus de 1000 jours enfermée dans la boîte sous le lit. Mon Dieu. Encore une fois, c'est approximatif. Mais voilà. Alors, prenons un petit moment parce qu'elle a fait preuve d'obéissance. Cameron va gracieusement la permettre à écrire 3 lettres à ses sœurs. Donc forcément, il a relu avant comme les prisonniers pour être sûr qu'elle ne disait rien. Et même qu'elle a passé une fois un appel téléphonique à sa famille via une cabine téléphonique. Et forcément qu'il écoute tout. Là, ensuite, il va organiser un voyage et ils vont aller à peu près 3 ans et demi avant son enlèvement.
Après son enlèvement. Après son enlèvement, j'ai dit quoi? Avant. Pardon, après, oui. Colleen va accompagner Cameron pour rendre visite à sa famille à elle. Donc là, elle leur disait que c'était son petit ami, c'est un programmateur informatique. Elle dit rien sur l'endroit où elle vit. Mon Dieu. Sa famille, se disant, on l'a contrarié, on l'a offensé, on sait pas, ils insistent pas pour avoir plus d'informations. Et en fait, la visite devait durer un week-end, sauf que au bout de 24 heures, Cameron décide de mettre un terme. Mais une photo qui existe, donc je te donnerai, qui montre Colleen qui a l'air franchement joyeuse avec son bras autour de son petit ami et c'est Cameron. Elle devait hurler intérieurement. Ouais. Je sais même plus si elle hurlait encore intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? À force. Je pense que c'était... C'est tellement particulier. Et sa famille vont dire plus tard qu'ils l'ont trouvée heureuse. Ouais, ils ont rien vu. Ouais, donc voilà. Wow. Donc ils vont retourner à Red Bluff et Cameron, on ne sait pas pourquoi, il sait que pour lui, va décider qu'il va emprisonner Colleen presque à perpétuité. Donc le 27e anniversaire de Colleen va arriver et passer sans fanfare, comme son 21e, et ça fait maintenant 27 ans. Son 23e. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que Cameron, à un moment, va exiger que Janice et Colleen se livrent à des actes sexuels toutes les deux. Okay. Et là, Janice, qui maintenant va à l'église régulièrement, ça va enfin finir par la perturber suffisamment. Ah, ben voilà. Que c'est elle qui va mettre fin à cette histoire, enfin à cette chapitre, disons. Ouais. Donc, elle se sent enfin assez coupable. Wow. Donc, elle va se confesser à un pasteur de son église et décide aussi de dire la vérité à Colleen. Donc, elle retourne à la maison. Elle va dire à Colleen que cette histoire de la compagnie et que tout le monde te surveille, c'est un mensonge, c'est du pipeau. Tu peux partir. Voilà. Et elle lui laisse partir en disant, s'il te plaît, ne dis rien. What the fuck, Janice? Ne dis rien après toutes ces années. 7 ans d'enfermement, ne dis rien, parce que tu vois, j'ai des enfants et tout. Enfin, sois une copse, quoi. Ouais, t'inquiète. Fuck you, Janice. Voilà. Donc, elle a réussi à sortir. Elle va réussir, Colleen, à contacter son père qui va lui envoyer de l'argent, je sais plus trop comment, et elle rentre chez elle. Wow. Et en plus, au début, elle dit rien. En fait, elle dit rien parce que, enfin, tu t'imagines parler de ça, comment tu dois être tellement traumatisé. Où est-ce que tu commences? C'est ça. Genre, vous vous souvenez quand vous m'avez vu avec mon petit copain et que tout allait bien, mais en fait, ça fait 7 ans. Tu peux pas effacer. Et puis, elle a été conditionnée pendant tellement d'années. Ah, non, rien que démêler ça dans ta tête, quoi. C'est ça. Non. Puis rien que quand Janice lui a dit, la compagnie n'existe pas, tu pouvais partir quand tu voulais, rien que ça, le choc que ça doit être. Complètement. Donc, du coup, elle va finir forcément par raconter son histoire. Il va avoir une investigation assez rapide. Et une fois la police contactée, les détails forcément vont faire la une des journaux. Ça fait sensation, tu penses bien. Donc, les preuves produites au tribunal s'élèvent à 140 pièces, dont de nombreux appareils de bondage et de fouet. Les innombrables photos de Cameron Hooker montrant sa femme et Colleen ligotées et tourmentées. Pour la plupart, elles ont été détruites parce qu'ils savaient que la police allait venir. Dès qu'il est rentré, qu'il a vu que Janice avait laissé partir Colleen. Mais quelques-unes ont survécu et donc c'était des preuves forcément accablantes quand ils seront montrés au tribunal. Ils avaient aussi des lettres d'amour écrites par Colleen à Cameron, présentées par la défense pour étayer l'affirmation selon laquelle la jeune femme avait participé volontairement à des rituels de servitude. Le tribunal, bravo, a décidé que ces lettres avaient été écrites sous la contrainte. Tu m'étonnes. Et selon le juge, la jeune fille avait été menacée de mort à plusieurs reprises si elle tentait de s'échapper ou de désobéir à Cameron de quelque manière que ce soit. Donc, après ce procès hyper sensationnel, au cours duquel le comportement passif de Colleen Stan, pendant un temps, a joué dans sa défaveur. Okay. Parce que tu sais comment la femme victime blaming, quoi. Oui. En fait, tu peux pas être une bonne victime quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, Cameron Hooker finit par être condamné en 1985 à 104 ans de prison, comptant 69 ans pour 9 chefs d'accusation. Et le juge va déclarer que Hooker était le psychopathe le plus dangereux auquel il a eu affaire. Et il a estimé que si Cameron Hooker sortait de prison, toute femme qui croiserait son chemin serait en grand danger. Donc, il avait été enfermé dans la prison de Folsom. Comme Johnny Cash? C'est ça.
En 91, il y a beaucoup de choses qui existent par rapport à cette histoire, même si je la connaissais pas, parce que tu sais ma friandise pour le true crime. Mais en 91, il y a une station de télévision américaine qui va diffuser un entretien de Cameron Hooker, alors qu'il est âgé là de 38 ans. Et depuis la prison. En fait. Oui. Ouais. Ben, ils avaient que 19 ans quand ils se sont mariés et tout ça. Ils étaient hyper jeunes. Ouais, tout ça. en fait, je l'imaginais. Enfin, avec l'histoire, moi aussi, je m'imaginais un plus vieux. Non. Ouais. Non. Wow. Donc, dans cet entretien, il va faire des propos qui indiquent que il n'a zéro remords par rapport à ce qu'il a fait, et même il souriait, il riait en racontant certains aspects de l'affaire. Donc, ça donne la chair de poule. Et un commentateur de la télévision, pour le reprendre, il dit qu'il est apparemment inchangé et impassible. Donc, encore une fois, il y a énormément de choses, de documentaires, de choses que tu peux regarder à ce propos si vous le souhaitez. Et c'est seulement au cours du Covid, parce que, attention, où ils avaient flotté une idée de libération conditionnelle, parce qu'il était encore vivant, voilà. Et au lieu d'une audience de libération conditionnelle typique, en fait, il sera évalué par l'hôpital d'État, et ensuite il sera classé comme un prédateur sexuel violent et envoyé dans un hôpital psychiatrique, parce que c'était compliqué dans les prisons pendant le Covid, visiblement. Okay. Et donc, il sera libéré à ces hôpitaux, et il est encore, aux dates de 2021, les dernières nouvelles que j'ai pu en trouver, où il est visiblement encore vivant, mais j'espère qu'il y mourra forcément. Ouais, puis en plus, est-ce que t'as plus de liberté à l'intérieur dans ces hôpitaux? Ah non, les hôpitaux psychiatriques, je pense que parfois c'est encore pire qu'une prison, quoi. Okay. Enfin, je sais pas. Je veux qu'il y ait le pire. Ah, mais moi aussi, je veux bien. Quelle horreur. Et voir l'histoire de l'enlèvement de Colin Stan, qui est hallucinant. Et encore, j'ai sauté beaucoup d'infos. Hein. En fait, je pense que j'avais vu un truc de genre là. C'est quand t'as dit le cercueil, la boîte sous le lit. Et je sais que j'ai vu des trucs d'une boîte sous le lit, mais j'ai jamais vraiment. Souvent, ils le disent que dans les documentaires, c'est the coffin under the bed, the girl in the box. The girl in the box. Ouais. Et du coup, mais je m'étais jamais vraiment approchée de cette histoire, donc je la connaissais pas. Et donc, je suis contente de la découvrir là, quoi. Mais c'est incroyable. C'est horrible. Incroyable. Voilà, donc j'ai mérité mon vin, on est d'accord? Oui. Wow, tu peux. Voilà. Incroyable. Donc, sur ce... oui, et comment as-tu trouvé le vin? Ah, alors, il est très bon. Il est... mais écoutez. Pardon, j'étais dans mon histoire grotesque, là, donc j'ai pas la tête. Il est très bon, il est très rond. Bon, je vois que je suis la seule à m'être servie. Donc mais oui, j'avais encore du blanc, mais voilà. Il est très rond, il est, moi, t'aimerais bien, je pense, tiens, tu peux goûter le mien si tu veux. Merci. Il est pas hyper fruité, enfin, il est plutôt, il est pas, j'ai pas énormément de choses à en dire, mais c'est un passe-partout. On dirait du bonbon. On dirait un petit bonbon. On dirait du bonbon. Voilà. Tu veux goûter, Justine? Allez. Comme ça, on aura le topo. Mais je donnerais bien un petit 3,5, mais on peut pas faire des demi. On sait pas faire des demi-emojis. Non, demi-emojis. Donc, on va être sur du 3 ou du 4, dans le sens où c'est pas, moi, tu sais, j'en ai marre avec un peu de corps. Du caractère. Mais bon, on peut faire avec l'audience. Moi, j'aime bien. Oui, après, c'est pour moi. Toi qui aimes les trucs simples, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Ok. Écoute, merci pour cette histoire. De rien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Basta, ciao. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.